Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Ludovia, à Axe-les-Thermes en Ariège, où nous faisons avec EdTech France la pré-rentrée de la EdTech, plutôt sur les segments scolaires, et j'ai la chance d'animer cette web radio avec aujourd'hui au micro Franck Janin, qui nous vient en direct de la région centre, mais pas que. Il a une vie de serial entrepreneur entre la Silicon Valley et la France, et aujourd'hui il vient nous parler de sa dernière création, l'école AlgoSup, qui a rejoint EdTech France il n'y a pas si longtemps. Bonjour Franck. Bonjour Charlotte, tu as tout dit donc... On s'arrête là. Non, plus sérieusement, Franck, je suis vraiment ravie de t'avoir au micro. Je te connais un petit peu, tu me connais un petit peu, mais nos auditeurs et auditrices peut-être pas. Est-ce que tu peux te présenter? Et Dieu sait que tu as fait beaucoup de choses, donc je te laisse insister sur ce qui te paraît le plus pertinent. D'accord, je vais faire en accéléré, mais pour résumer, j'ai une carrière assez longue et assez dense, avec un fil conducteur qui est le logiciel. Donc, je ne viens pas du monde de l'éducation, même si effectivement j'ai créé une école. Ce qui m'intéressait, moi, c'était vraiment de former des développeurs logiciels au monde d'aujourd'hui et de demain, mais vraiment aux attentes des entreprises. Quand je dis les entreprises, c'est plutôt les grands éditeurs de logiciels qu'on appelle parfois des licornes, parce que j'ai recruté beaucoup dans ma carrière et je trouvais que les jeunes diplômés n'étaient pas très opérationnels. Donc mon parcours pour aller vite, j'ai commencé à programmer quand j'avais 10 ans et je me suis mis à développer des jeux vidéo parce qu'il n'y a que ça qui m'intéressait, et donc je me suis retrouvé un petit peu par hasard à éditer les premiers jeux vidéo d'Ubisoft, à créer les premiers jeux vidéo d'Ubisoft fin des années 80, je ne sais pas. Après j'ai bifurqué parce que je voulais faire de l'informatique un peu sérieuse entre guillemets, il n'y a pas que les jeux vidéo dans ma vie, et donc j'ai fait de la propriété industrielle pour LVMH, on surveillait les marques du groupe, j'ai fait des choses sur les brevets, j'ai fait des choses pour Hugo dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait de la traçabilité dans le champagne, j'ai fait des logiciels de retouche d'image, voilà, j'ai fait des choses extrêmement variées. Et tout ça, beaucoup à l'étranger, parce que en fait, la France à l'époque n'était pas vraiment une terre de start-up. Donc j'ai travaillé pour des entreprises qui étaient éventuellement françaises, mais qui rayonnaient pas mal à l'étranger. J'ai passé pas mal de temps aux États-Unis notamment, mais pas que. Et quand moi j'ai commencé à créer des entreprises, je me suis toujours posé la question de savoir si la France c'était le bon endroit pour le faire. Et il y a 10-15 ans, la réponse était plutôt non. Et depuis, je trouve que la France est devenue vraiment une terre de start-up, et donc c'est intéressant de faire des choses en France. Et donc quand on a créé AlgoSup il y a quelques années, puisque on a des élèves depuis un an, donc on existe vraiment depuis un an. On a voulu le faire en région centre parce qu'on s'est dit qu'il y avait de la place et il y avait du potentiel pour grossir. Et la France maintenant est une terre de start-up. On peut innover en France, on peut démarrer en France et se développer. Et ça, c'est intéressant comme chose. Complètement, et les territoires sont quelque chose d'important pour toi, c'est certain. Tu entreprends dans la région centre, tu es aujourd'hui en Ariège. Est-ce que justement tu peux revenir donc sur ce qu'est AlgoSup et pourquoi avoir décidé de l'ancrer dans ce territoire-là alors que tu aurais pu lancer ce projet à peu près partout en France? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, moi, j'ai habité beaucoup en Angleterre, aux États-Unis, puis j'ai travaillé dans une vingtaine de pays. Et quand j'ai vendu mon entreprise en 2001, je me suis retrouvé avec un peu de moyens, un peu de temps sur les bras, et avec ma femme, on a décidé de faire le tour du monde. Elle a demandé un congé, donc on habitait à moitié Londres, à moitié San Francisco, elle travaillait à Londres. Elle a demandé un congé sabbatique de 3 mois qui lui a été refusé. Donc elle a démissionné, on est parti 2 ans. On a passé 6 mois en Australie, 6 mois en Inde, 6 mois en Amérique du Sud, 6 mois en Afrique. Et puis en fait, aux 3/4 du voyage, on a commencé à se préoccuper de où est-ce qu'on allait habiter après. Et on a pas mal hésité, on trouvait que Sydney c'était sympa, Bombay ça avait des côtés intéressants, Buenos Aires pourquoi pas, et on a choisi Saint-Florent-sur-Cher à côté de Bourges. Mais évidemment, bien sûr. Voilà, parce que c'était par déduction, et en fait c'était la maison des arrière-grands-parents de ma femme qui tombait en ruine, et on s'est dit on va se poser là, on va retaper la maison, et puis après on avise. Alors il se trouve qu'on a décidé ça parce qu'on était à Quito en Équateur dans un cybercafé, donc aux 3/4 du voyage. On revenait des Galapagos, on attendait 3 jours pour aller en Amazonie, et on a été sur le site de France Télécom, on a tapé le numéro de téléphone de la maison où ma belle-mère allait de temps en temps, donc il y avait quand même une ligne de téléphone. Et là, miracle, en 2002, ça a marqué
éligible à la DSL, donc le haut débit de l'époque. Donc à Quito en Équateur, sur le site de France Télécom, c'est Orange maintenant, mais c'était France Télécom à l'époque. On a vu qu'il y avait moyen de s'installer là et finalement d'être connecté au monde. Et on a fait ça, on a retapé la maison et puis on y est toujours, parce qu'en fait, on se plaît. Donc moi j'ai fait, je ne vais pas retravailler tout de suite, mais quand j'ai retravaillé, j'ai fait exclusivement du télétravail. Donc j'ai développé des logiciels pour des entreprises qui étaient dans une quarantaine de pays. La plupart, je ne les ai jamais rencontrés. Et j'avais 0 client en région centre, j'en avais 2-3 en France et 0 en région centre. Et à un moment, j'ai trouvé que cette situation était un peu paradoxale et je me suis mis à m'intéresser au tissu économique local. Et on est ravis que tu l'aies fait. Et du coup, algo sup, algo pour algorithme, sup pour supérieur peut-être, je sais pas, je fais des hypothèses. Oui, c'est exactement ça, oui. C'est la bonne explication. Et qu'est-ce que vous faites? Vous formez qui? Vous formez à quoi? Donc on forme des développeurs logiciels, des développeuses, on préférerait former plus de développeuses, on les prend à bac et on les emmène à bac plus 5. On a un seul cursus, donc en 5 ans, éventuellement en moins s'ils ont déjà des acquis en arrivant, donc peut-être qu'ils ont un bac plus 2, un bac plus 3 ou juste des connaissances dans le domaine. On en parlera, on a un système de points, on n'est pas vraiment calé sur des années scolaires, mais il se trouve que c'est un bac plus 5. Et on forme exclusivement au développement logiciel, qui est finalement un sujet très vaste. Et dans ce domaine, on fait des ultra généralistes parce qu'on considère que c'est le seul moyen d'être prêt pour des métiers qui n'ont pas encore été inventés et d'être prêt pour ce qu'on appelle les ruptures technologiques, c'est-à-dire des changements brutaux qui font que des choses qui étaient très vraies il y a 6 mois sont plus vraies du tout. Et pour ça, il faut, pour rebondir dans ces situations-là, il faut une palette très très large. Et c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'algorithmies notamment, qui sont des choses souvent qui ont été inventées dans les années 50, 60, 70, et qui sont toujours d'actualité parce que malgré de la recherche active, ça reste ce qu'on fait de mieux. Et puis on fait aussi des choses ultra modernes, des langages de programmation qui ont été inventés il y a quelques années. Voilà, on a une palette très large pour former des ultra généralistes en 5 ans, et pas que à faire des codeurs, c'est-à-dire que de dire qu'un développeur il fait du code, c'est un peu comme dire qu'un architecte il fait des plans, hein. C'est-à-dire que oui, à un moment ou à un autre il faut faire des plans, mais c'est presque la partie la plus facile. Donc nous on fait aussi beaucoup d'anglais, on fait des soft skills, et on ne forme pas des geeks. Qui est une vision ultra réaliste de ce que va devoir être le dev de demain. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta vision du monde professionnel de demain? C'est quoi pour toi les grandes transformations qui arrivent, notamment liées au métier du numérique? Est-ce que tu sens que la France elle est en retard par rapport aux États-Unis? Est-ce que tu trouves qu'on s'en sort bien? C'est une question hyper ouverte exprès, hein, mais comment tu perçois justement l'évolution du monde professionnel de manière générale, étant donné que tu formes les acteurs professionnels du monde de demain, donc j'imagine que tu as ta petite idée sur la question. Alors moi j'aime bien parler de la France en ayant un regard de quelqu'un qui a beaucoup voyagé et qui a beaucoup passé de temps dans tout un tas de pays. Et souvent on oublie, mais il y a des tas de choses qui marchent très très bien en France. Et généralement les gens qui critiquent la France, c'est des gens qui n'ont jamais bougé. Donc il y a des tas de choses qui marchent très bien en France et on a un peu les défauts de nos qualités. C'est-à-dire qu'on a des infrastructures qui sont bonnes, on a un système social avec tout un tas de filets de sécurité, etc. Et tout ça crée de l'inertie et c'est vrai qu'on n'est pas toujours bien placé pour innover. Innover, ça veut dire changement. Et changer, c'est pas forcément confortable. Je pense que la France a des atouts à jouer très clairement dans le numérique. On a raté un certain nombre de trains, hein. On aurait pu être la patrie des data centers par exemple, parce qu'on a de l'électricité décarbonée, pas très chère. On aurait pu être la patrie des data centers, on aurait pu être plus en avance sur l'intelligence artificielle, on a probablement raté un certain nombre de trains. C'est pas très grave, le problème c'est de pas regarder dans le rétro et d'essayer de suivre des tendances qui sont déjà largement amorcées. Le seul moyen, c'est de tracer son propre chemin. Et le numérique abolit les distances. Aujourd'hui, d'être au fin fond de l'Ariège ou dans la Silicon Valley, on a presque accès aux mêmes ressources. C'est pas tout à fait vrai parce que rencontrer les gens physiques et puis d'avoir je vais dire cluster, c'est un mot qui est plus utilisé, mais voilà, d'avoir beaucoup de concentration de talents dans le même domaine, au même endroit, ça crée des synergies. Donc la proximité géographique, elle a encore un sens. Malgré tout, il y a plein de choses qui se font très bien à distance ou très bien de façon dématérialisée. Et donc l'endroit où on se trouve est plus aussi important. Et ce qui compte vraiment, c'est l'attitude, la démarche, ce qu'on a envie de réussir. Nous, on est dans les anciens locaux de Ledger. Alors Ledger, tout le monde
connais peut-être pas, mais c'est la 17e licorne française, donc entreprise valorisée à plus d'1,5 milliard de dollars. C'est sans doute un signe, Franck. Et on a repris leurs locaux et eux, ils ont démarré à Vierzon. Ils sont toujours situés à Vierzon. Ils fabriquent pour faire simple, des cartes à puce sur des clés USB pour sécuriser les crypto-monnaies. Ils sont leaders mondiaux et ils expédient dans 200 pays depuis Vierzon. Donc l'endroit où on se trouve, c'est de moins en moins déterminant et ce qui compte, c'est plutôt tout le reste. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pour ça que la filière EdTech est en pleine ébullition depuis 1 an et demi, parce que tout le monde commence à comprendre ça. D'ailleurs, si on parle de Vierzon et de présentiel et de distanciel, est-ce que AlgoSup c'est 100% une formation présentielle? Est-ce que tu es en semi-distanciel? Est-ce que tu as vocation à changer ça? Comment ça se passe concrètement pour les jeunes qui sont là? D'ailleurs, qui sont ces jeunes? Est-ce que ce sont des jeunes du centre? Est-ce que de la région centre, pardon? Est-ce que ce sont des jeunes internationaux? Alors, j'aime pas ce néologisme présentiel. J'essaie de faire des périphrases, ça se fait sur place. Oui, alors on est 100% sur place. Et sachant qu'on avait, ça fait 4 ans à peu près qu'on travaille sur ce projet-là, on avait mis le travail à distance, le télétravail, au cœur de la formation. Donc c'est paradoxal, mais c'est lié à mon expérience de télétravail. Le logiciel, je sais que ça peut très bien se faire, y compris à distance. C'est plus compliqué que sur place, mais ça ouvre plus d'opportunités. Donc je crois qu'on est la seule école qui forme au télétravail, parce qu'on considère que le télétravail, ça s'apprend. Il y a 4% des logiciels qui sont développés en France. Donc si on veut avoir accès aux 96% qui restent, il faut parler anglais, il faut avoir une fibre optique et il faut avoir les outils et les réflexes du télétravail. Donc le télétravail pour nous c'est essentiel. Et paradoxalement, pour bien apprendre le télétravail, il faut être dans la même pièce. Donc nous on a vocation à concentrer les talents et on a la démarche exactement inverse des autres écoles qui ouvrent des campus partout, dans toutes les villes moyennes. Nous, notre seul campus européen, c'est Vierzon. À terme, on aura probablement des AlgoSup sur d'autres continents, mais l'Europe, ça restera Vierzon. Et donc les profs viennent de loin, les élèves viennent de loin, et on se retrouve tous au même endroit. Et on est assez content d'avoir réussi, en démarrant en plein Covid, d'assurer tous les cours sur place, sauf à 2 exceptions près. On a un prof brésilien qui a vraiment pas pu venir, il l'a fait à distance, et un prof palestinien qui a pas pu venir. Alors non seulement il a pas pu venir, mais quand il a commencé, ça allait à peu près bien, et puis 15 jours après, chez lui, c'était la guerre. Et il s'est débrouillé, il a mis des panneaux solaires sur le toit parce qu'il n'y avait plus de courant et il a continué à assurer les cours comme ça. Donc à 2 exceptions près, on a fait tous nos cours sur place sans modifier le contenu à cause du Covid. Donc on a réussi à surmonter cette crise et on se dit que maintenant tout sera de plus en plus facile parce que quand on a démarré dans ces conditions-là, tout ne peut être que positif. Bien sûr, et c'est assez admirable de justement savoir que ta stratégie va rester Vierzon et de le dire dès maintenant. J'avais une question sur justement l'ambition d'AlgoSup. Tu parlais des jeunes femmes tout à l'heure, donc d'avoir peut-être une avancée sur la mixité des jeunes que tu recrutes. Est-ce qu'il y a d'autres grands axes de développement, que ce soit en termes de zone géographique, en termes de programme? C'est quoi un peu l'ambition d'AlgoSup sur les 5 prochaines années? Je ne te demande pas les 10, les 5. Alors sur la parité, nous, notre ambition c'était vraiment d'ouvrir avec la parité dans les promos, la parité homme-femme, et on s'est complètement planté parce que on a ramé beaucoup, on a fait plein de choses, on a développé plein d'initiatives pour démystifier ces métiers-là auprès des filles, pour attirer les filles, etc. Et clairement le Covid nous a pas aidé parce qu'on n'a pas pu aller dans les établissements scolaires, et donc on a les mêmes proportions que tous les autres, on a 18% de filles. Ce qui est lamentable parce que c'est un problème, au-delà du problème sociétal, c'est un problème économique, c'est-à-dire qu'on est dans un domaine à pénurie chronique, il y a de plus en plus de demandes pour des créatrices et des créateurs de logiciels et l'offre n'augmente pas assez vite. Et malgré tout, on se prive de la moitié des talents. Il n'y a rien de sexué dans le logiciel, les filles sont largement aussi douées que les garçons. Et surtout, une équipe mixte, ça marche mieux qu'une équipe pas mixte. Donc aujourd'hui, 100% des objets du quotidien utilisent de près ou de loin le logiciel, soit dans leur conception, la table sur laquelle on est accoudé, là, dans sa facturation, dans son design, dans sa fabrication, il y a eu du logiciel, même s'il n'y a pas du logiciel dans la table. La table de mixage, elle, c'est que du logiciel. Les aspirateurs, c'est du logiciel. Les voitures, c'est du logiciel, etc. Donc, il y en a partout. Et quand on n'implique pas les filles dans le design de ces produits-là, on a des outils qui sont moins bien conçus, on a des objets qui sont moins performants et on se bride. On a des
produits qui sont développés par 50% de la population, qui sont utilisés par 100% de la population. Et c'est très dommage. Donc on ne baisse pas les bras, on continue à vouloir mieux expliquer ces métiers-là, vouloir expliquer que la programmation c'est pas des maths, même si on a réussi à dégoûter les filles des maths à l'école, c'est pas une raison pour ne pas faire de la programmation. Donc ça reste, c'est un combat, c'est un vrai combat, et les choses ne changeront pas d'elles-mêmes. Parce qu'en fait, si on regarde les chiffres de près, la tendance s'aggrave. Il y a en valeur absolue à peu près le même nombre de filles, mais en pourcentage, c'est dilué de plus en plus parce qu'il y a un afflux massif d'hommes. Donc voilà, ça c'est un de nos combats. Ce sera long, mais on n'abandonnera pas. Après, pour ce qui est des ambitions, on a démarré très modestement avec 17 élèves. On a des plans pour avoir 500 élèves à 2030. Alors 2030, c'est de la science-fiction, encore plus en période Covid, parce que c'est compliqué de se projeter. Malgré tout, on a choisi Vierzon parce qu'il y avait de la place, et on est dans les anciens locaux de Ledger qui sont des locaux qui sont très bien, mais qui sont provisoires. Et notre ambition, c'est de réhabiliter une friche industrielle, qui est une ancienne usine de tracteurs, qui a un siècle, qui est vide depuis 1994. On appelle entre nous le B3, le bâtiment 3. Et voilà, ce bâtiment fait 18 000 m², il est à 30 mètres de la gare SNCF, il est magnifique, et à partir de 2023, on sera dans ce bâtiment, et donc on n'aura plus de restrictions de place, on pourra grossir autant qu'on veut pour le futur proche, et ça va redynamiser le centre-ville, ça va faire un cadre pour apprendre qui sera vraiment unique, original, très fédérateur, enfin vraiment un lieu totem. Et c'est pour ça, en grande partie, qu'on a choisi Vierzon, par l'accueil qu'on a reçu de la part des politiques, communautés de communes, mairies, etc. Et puis l'existence de Ledger qui fait qu'il y a un avant et un après Ledger à Vierzon. Et donc on n'a pas eu de mal à expliquer ce qu'on faisait, on n'a pas eu besoin de convaincre. Quand on a raconté ce qu'on faisait, les acteurs locaux ont tout de suite compris les enjeux. B3 2023, en plus ça rime, donc on va tous, non pas à Ludovia en 2023, mais à Vierzon. C'est bien noté, Franck. J'avais une question justement parce que tu parles du dynamisme territorial, de recréer un écosystème, de faire le station F en fait, d'ailleurs, de la région centre. Ringardiser la station F, ce qu'on a envie de voir arriver dans la région centre. Je voulais te parler de tes enseignants parce que tu mentionnais qu'ils venaient de plein de pays différents. Comment tu recrutes tes enseignants? C'est quoi pour toi un bon enseignant? On est aujourd'hui entouré d'enseignants, donc plutôt sur le second degré, mais c'est quoi ta vision, toi, de tes enseignants, de ceux qui forment tes jeunes aujourd'hui? Alors nous, on ne souhaitait pas avoir des professionnels de l'enseignement. Je ne veux pas dire que la pédagogie, ce n'est pas un sujet qui s'apprend. Donc la pédagogie, ça s'apprend. Par contre, on voulait des gens très très à jour. Et le risque en informatique, c'est de répéter les mêmes cours d'une année sur l'autre. Donc nous, on n'a que des professionnels qui interviennent. Souvent, ils travaillent chez des grands éditeurs de logiciels. Souvent, ils sont basés dans la Silicon Valley, qu'ils soient américains ou pas d'ailleurs. Et donc, ils viennent à Vierzon. Alors, oui, c'est un périple. C'est pas génial pour l'empreinte carbone. On a conscience, on essaie de pallier un peu. Mais en tout cas, ils sont très performants, passionnés, très à jour. Et en gros, quand on leur montre Vierzon sur la carte, ils disent oui, c'est la banlieue de Paris. C'est-à-dire que venant des États-Unis, la notion d'échelle n'est pas la même. Donc on préfère qu'ils viennent de loin et qu'ils soient très spécialistes de leur sujet et très pertinents, très à jour et qui racontent en gros ce qu'ils ont fait la veille, plutôt que d'avoir disons que le fil conducteur pédagogique, c'est un peu mon rôle, donc c'est moi alors moi je donne pas de cours, je peux donner des cours mais c'est à la marge, mais en tout cas je suis garant de la continuité, du fait qu'il y a une cohérence entre tout ça et que les différents intervenants se soient parlés entre eux et accorder leur violon et qu'il y ait une vraie progression dans ce qui est enseigné, tout en ayant des contenus extrêmement ancrés dans l'entreprise, extrêmement à jour et de la réalité. Au-delà de ça, nos élèves travaillent aussi sur des projets qui sont commandés par des entreprises. C'est ni stage ni alternance, c'est un autre modèle. Ils font ça en télétravail et donc ils ont accès à des entreprises qui sont partout dans le monde. Et on est parti de la fin, on est parti du monde de l'entreprise. Dans la culture, c'est pas l'éducation, c'est vraiment le monde de l'entreprise et des startups. Et donc on a conçu une formation en partant de zéro qui est totalement orientée vers ce seul objectif, qui est de mettre sur le marché des gens qui sont ultra pertinents par rapport aux attentes des grands éditeurs logiciels. Et justement, en parlant de compétences demandées par le marché du travail, aujourd'hui on est à Ludovia, comme je le disais, donc plutôt sur la formation
des enfants, des collégiens et des lycéens. C'est quoi pour toi les compétences que doit avoir un jeune aujourd'hui pour réussir, en tout cas peut-être même survivre dans le monde professionnel de demain? C'est quoi les grandes compétences qui te paraissent indispensables, à la fois pour pouvoir mener à bien ses études dans le supérieur, mais aussi pour pouvoir être un bon salarié ou un bon entrepreneur? En fait, ce qu'on oublie souvent, c'est que le savoir-être, c'est plus important que le savoir. Et ce qui est très important aujourd'hui, c'est ce que nous on appelle les soft skills. Alors, désolé pour l'anglicisme, on n'a pas vraiment d'équivalent français. Et c'est toutes les matières non techniques, parce qu'en fait, les matières techniques, on a accès à la connaissance de façon très simple sur Google ou ailleurs. Et donc, et en plus, ça se périme très très vite. Et les soft skills, donc nous, on consacre une journée par semaine à l'enseignement des soft skills. Alors ça va du théâtre d'improvisation à la motion capture, en passant par l'orthographe avec des smileys, enfin, on fait des choses extrêmement variées. Et on se rend compte que ça transforme nos élèves. Enfin, au bout de 3-4 mois, on a les parents qui nous appellent en disant je ne le reconnais plus, à la maison ils parlent. Donc les soft skills, c'est vraiment le truc sur lequel le système éducatif fait l'impasse. Oui, il y a un grand oral maintenant au bac, d'ailleurs ça terrorise tout le monde. Ils n'ont pas compris que la vie était un grand oral. Enfin, ils vont avoir besoin dans leur carrière de convaincre, d'expliquer, de communiquer tout le temps. Donc nous on consacre une journée par semaine à ça, et c'est pas grave si c'est pas maîtrisé quand ils arrivent, ils sont là pour apprendre, mais quand ils vont finir au bout de 4-5 ans, eh ben, on va mettre sur le marché du travail des gens qui auront tous les codes du monde de l'entreprise, qui sont finalement très très différents du scolaire. Et voilà, la technique, évidemment, on fait des hard skills et de la technique, et ça va presque de soi. Enfin, c'est presque le plus simple. Les plus grosses lacunes aujourd'hui, elles sont sur ces savoir-être et sur ces matières non scolaires et non techniques. On peut même inclure dans les soft skills l'anglais, hein, puisque nous on fait tout en immersion, sans que ce soit un critère de sélection. On prend des grands débutants en anglais, mais ils sont bilingues à la fin, et on fait absolument tout en anglais dès le début, et ça se passe très bien. Et par ailleurs, on a une journée d'anglais par semaine, donc une journée où on ne fait que de l'anglais sur des aspects grammaire, vocabulaire, etc. En plus de tout le reste qui se fait déjà. Anglais plus soft skills, c'est 2 jours par semaine, et puis les hard skills ou la programmation, c'est vraiment 3 jours par semaine, dont 2 jours surtout de pratique. On fait la pratique avant la théorie, parce qu'on considère que ça marche mieux comme ça. Et donc, voilà, on n'est pas dogmatique, on est très pragmatique, et on est une start-up, hein, on essaye, et puis si ça marche, on amplifie, si ça marche pas, on fait différemment. Donc, on teste plein de choses, et on avance. Nous aussi, on croit beaucoup aux soft skills, et les entreprises EdTech qui recrutent énormément en ce moment des profils techniques te remercient, parce que c'est extrêmement important d'avoir des profils de dev, jeunes hommes, jeunes femmes, qui soient capables de s'insérer justement dans cet univers de compétences douces, comme on dit en français. Franck, tu es aujourd'hui à Ludovia, donc en Ariège. Tu reprends la voiture tout à l'heure pour repartir sur la capitale. Est-ce que pour conclure, tu peux nous dire un peu pourquoi tu es venu ici, et avec quoi tu repars, et conclure cet épisode sur justement ta venue, ta longue transhumance depuis la région centre jusqu'ici. Donc, alors, Ludovia, j'ai découvert son existence cette année, alors que c'est la 18e édition. Donc, j'étais pas dans les bons cercles, ou je ne sais pas, j'étais pas très bien informé. En fait, en plus, je crois que c'est EdTech, c'est ta participation, Charlotte, qui m'a fait connaître cet événement. Après, j'en ai discuté avec d'autres gens qui ont conseillé de venir. Je trouve il y a plein de similitudes en fait entre Axe-les-Thermes et Vierzon. Quand j'ai vu les politiques lors de la première journée faire le lancement de l'événement, et qu'il y avait un vice-président de la région, quelqu'un du département, des gens du rectorat, etc., j'ai retrouvé tout un tas de similitudes avec ce qui se passait à Vierzon, où finalement c'est souvent les territoires qui ont le plus de difficultés, qui se bougent le plus et qui s'en sortent le mieux. Il y a des endroits où ça va mieux, et du coup les gens peuvent être un peu complaisants ou s'endormir un peu sur leur laurier. Là, l'Ariège, manifestement, c'est une région un peu paupérisée, avec des difficultés, une région très rurale, etc. Et il y a une vraie volonté de s'en sortir. Et Vierzon,
c'est pas rural, hein, c'est plutôt industriel, mais c'est pareil, il y a eu un long déclin industriel et une redynamisation qui se fait grâce au numérique. Le numérique, j'ai dit tout à l'heure, qui abolit les distances, et donc c'est la revanche des villes moyennes, quoi. C'est-à-dire qu'on peut préférer être au vert, avoir de l'espace, être au calme, et puis travailler à l'autre bout du monde, faire des choses de pointe dans un environnement confortable, agréable. Voilà, donc j'étais venu prendre des idées de ce qui marche, de ce qui marche pas. On aimerait bien aussi, alors on fait beaucoup de choses, on peut pas tout faire, mais on aimerait lancer à partir de l'année prochaine un colloque sur l'innovation pédagogique dans le supérieur, qui se tiendrait à Vierzon de façon récurrente tous les ans. Et évidemment, Ludovia est une source d'inspiration, et plus ça va, plus je me rends compte que finalement on n'est pas du tout concurrent, parce qu'on va s'adresser à un public très différent. Là, c'est plutôt axé primaire, secondaire, enfin, voire maternelle. Nous, on serait vraiment sur le supérieur ou la formation d'adultes, formation continue. Et j'étais intrigué par l'idée de faire un salon. Alors déjà, un salon sur place en période Covid, bravo, ça mérite d'être salué. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est courageux de la part des organisateurs d'avoir maintenu ce format-là. Et puis de faire un truc fin août, où a priori tout le monde est en vacances. Et je me dis que ce format université d'été est peut-être extrêmement pertinent, et on réfléchit à faire un autre événement, peut-être exactement même date que Ludovia, avec un partenariat et des duplex avec Ludovia, parce que c'est terme, Vierzon, même combat, et ça permet d'avoir les gens dans un état d'esprit un peu plus relax, un peu plus détendu, où les gens ont du temps, et ils se posent des questions pour la rentrée qui va arriver juste après, et avant d'être dans le tourbillon de la rentrée, c'est un temps de réflexion très apprécié. En tout cas, tu peux compter sur le soutien de EdTech France. Franck, on a une centaine d'EdTech qui sont positionnés sur l'enseignement supérieur, public et privé, qui seraient ravis de venir avec moi à Vierzon. Merci beaucoup Franck d'avoir profité de ce déplacement en Ariège pour venir à mon micro. À très bientôt, rentre bien. Merci. Merci beaucoup, Charles. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons. Merci à notre journaliste Violaine Cherrier pour la préparation des interviews.